Jusqu'à ce que je la libère, en la brûlant, la fille extraterrestre loup-garou était piégée dans une énorme toile d'araignée. Entrez directement dans un univers fantastique de science-fiction. Dites-nous où vous vous trouvez en ce moment dans le monde en laissant un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cette histoire. Alors que George Wakefield s'enfonçait plus profondément dans la jungle de Clichéne, il décolla une couche de feuilles humides. L'air était lourd de l'arôme sucré et musqué des étranges orchidées et du léger sifflement des rivières lointaines jaillissant à travers des canyons cachés. Même si les sens de cartographe lui disaient de s'arrêter et d'étudier chaque champignon lumineux sous ses pieds, poussé par le cri frénétique qui avait déchiré les cimes des arbres quelques minutes auparavant, un cri déchirant que rien de vivant ne devrait avoir à pousser deux fois. La végétation passa de lianes et fougères à des filaments gris-blancs, alors qu'il descendait chaque fil scintillant comme de l'acier au clair de lune et s'accrochant à ses gants comme de la crasse. En atteignant la fin de son tunnel, il fut confronté à une vue macabre, un pavillon de soie gonflé entre des colonnes de temples brisées, sa surface tremblant sous les cris étouffés de ses habitants. Écoutant le grattement des célèbres seigneurs des toiles de la jungle, mais n'entendant que le battement de son propre cœur, il leva la torche qu'il portait une marque du vieux monde, enveloppée dans une bobine d'allumage. Sa flamme bleue léchait avidement l'obscurité humide, tandis qu'elle balayait sa chaleur sur les niveaux les plus bas. Un mouvement habile de son poignet permit à la flamme de caresser un point de tension. Une ombre se tordait à l'intérieur d'un cocon à peine plus grand qu'un conteneur de transport, et la soie se retirait se repliant en ruban chaud qui dégageait une vague d'air musqué. Malgré la résistance collante qui tirait de ses pieds, George écarta les mèches tordues et poussa la flamme en avant jusqu'à ce que les fils se ratatinent et se rompent, s'écartant pour révéler l'otage. Au lieu de montrer une colère féroce, les yeux dorés de la jeune femme étaient grands ouverts, implorant avec terreur, alors qu'elle portait une fourrure d'ébène sur des muscles vivants des oreilles de loup, collées à sa tête, et une mâchoire saillante. Leurs yeux se rencontrèrent pendant quelques secondes avant que la soie ne s'enroule autour de son cou, la tirant contre les liens et lui faisant pousser un cri étouffé qui résonna à nouveau à travers la forêt. George jura, s'appuya contre un pilier affaissé et commença à tailler soigneusement vers le bas sa torche, suivant une ligne précise si près de sa chair que des mèches de fourrure noircie se recroquevillaient comme de la fumée. Il comprit que l'araignée ne pouvait pas être allée loin, car elle était tombée dans ses bras lorsque les derniers vêtements se détachèrent, son corps tremblant d'épuisement dû à l'adrénaline. L'artisanat était encore trop nouveau. Cela répandait une odeur collante et résineuse dans toute l'atmosphère. Le son d'un petit ruisseau résonna dans le ciel, bientôt suivi du bruit creux du caropase sur la pierre. George aperçut une silhouette massive de la taille d'un transport de troupes glissant dans la canopée. 8 jambes blindées disparurent dans un silence étrange, laissant lui et le prisonnier libérés dans l'obscurité. 1000 bannières de soie flottaient de manière menaçante derrière lui. Esmeralda venait de... Son nom ne lui vint qu'à la question de savoir si elle pouvait se lever. Elle le cracha, agrippa la soie qui collait à ses poignets et la déchira avec des griffes argentées à la lumière de la torche. Son souffle tremblant ressemblait plus à un grognement qu'à n'importe quelle langue qu'il connaissait pourtant. Il exprimait d'une manière ou d'une autre une gratitude plus claire que des mots. Ses jambes tremblantes la propulsèrent à une hauteur au-delà de ses attentes et la lumière illuminait le délicat motif de rayures blanches étoilées dans son pelage noir. Son métabolisme rapide en boucle avait déjà provoqué les bords des blessures enflées le long de son flanc qu'il aperçut en l'entendant gémir. Des crocs paralysants les avaient perforés. L'horloge tournait et l'instinct de George lui disait que la reine des araignées ne renonçait pas à son prix. Elle était simplement en train de faire le point sur le voleur qui osait s'en prendre à sa progéniture. Le tintement sinistre des fils de soie indiquait que les éclaireurs changeaient de position. Après avoir ajusté sa cape en laine pour protéger Esmeralda des spores qui flottaient comme des braises tombantes,
Il passa son sac à dos sur une épaule et la guida vers une petite ouverture dans le mur de toile qui menait à une chaussée envahie par la végétation scintillant de carreaux d'obsidienne. Elle a lutté contre le besoin juste assez longtemps pour libérer un petit émetteur qui avait été écrasé dans son combat avec les morceaux de cocon, puis elle s'est traînée étonnamment près de lui. À travers son discours bas et haletant, elle révéla qu'il y a 3 nuits, le vaisseau de reconnaissance de son escadron avait été attiré en basse orbite par un faux signal de détresse. Elle a poursuivi en disant qu'elle avait descendu dans une capsule de largage pour aider ce qu'elle pensait être des réfugiés échoués, mais les braconniers l'avaient déjà submergée avec des fléchettes de stase avant même qu'elle ne sorte de la trappe. Il naviguait à travers un labyrinthe de vignes drapées de toiles d'araignée. Alors qu'il découpait des arcs de flammes à travers le tissu qui pendait de son cou, George écoutait. Il ne peut s'empêcher de penser aux cartes des portes de Sceaux et aux conséquences politiques qu'entraîne la perte d'un membre d'un clan de changeurs de forme aux mains des seigneurs du marché noir. Pourtant, il a aussi remarqué des détails plus subtils. Chaque fois que Russell était loin, les oreilles d'Esmeralda se dressaient. La façon dont la lampe improvisée qu'il lui avait remise ne s'affaissait jamais sur son bras blessé. Le hochement de tête reconnaissant qu'elle lui avait donné lorsqu'il lui avait offert de l'eau de sa gourde, en contraste avec le froncement de sourcils protecteurs qu'il avait anticipé. Au bord des ruines enchevêtrées, où la première légère pluie sifflait contre les torches et où la vapeur aromatique emplissait l'air, il pouvait voir une parcelle de sol forestier dégagée de filaments offrant un bref refuge. George sentit le gravier grincer dans ses os, alors que la reine araignée annonçait son mécontentement avec un crépitement retentissant qui balayait les cimes des arbres émanant des profondeurs de la forteresse de soie où il se tenait. Mais lui et Esmeralda continuèrent d'avancer. À la fois l'horreur qui les poursuivait et le lien inhabituel qui se développait déjà entre le sauveur et le sauvé étaient reconnus par leurs regards. Après cela, nous avons plongé tête la première dans la forêt intacte où l'obscurité rôdait, mais seulement en tant que menace que nous connaissions. En chemin, George ne pouvait s'empêcher de se demander si l'univers lui avait confié une mission ou un partenaire. Dans sa langue maternelle, Esmeralda murmura une promesse qu'il ne pouvait pas comprendre, mais dont elle était sûre qu'elle devait transmettre un niveau de confiance qui s'en approchait dangereusement. Elle sentit la même curiosité dans son pas. La lumière violet pâle de la lune extraterrestre filtrait à travers les hautes frondes au-dessus d'eux, créant des ombres changeantes qui se déplaçaient comme des créatures vivantes, alors que George guidait rapidement Esmeralda à travers la dense végétation. Bien que ce fût une matinée fraîche, il pouvait sentir la transpiration s'accumuler sous son épais manteau de laine. Cependant, il gardait la torche allumée à faible intensité pour se protéger de toute toile errante. Avec sa plaie empoisonnée rendant sa démarche instable et ses oreilles poilues tressaillant au bruit des brindilles qui craquent ou des bestioles qui se faufilent parmi les racines, Esmeralda maintenait le rythme avec lui. Le buisson silencieux au-delà du domaine de l'araignée semblait tout aussi menaçant. Un plafond de lianes à feuilles en forme de griffes les entourait, les attirant vers lui. Bien qu'Esmeralda soit blessée, son caractère brillait alors qu'elle marchait avec une élégance fatiguée. Elle était plus qu'une simple otage à manipuler. Une guerrière rendue impuissante par la trahison, elle était-elle. Émeraude s'agenouilla et renifla la surface de l'eau comme si elle sentait les arômes transportés des montagnes, lorsqu'il s'était arrêté à un petit ruisseau pour remplir la cantine de George. Il l'observait attentivement, notant la façon dont son pelage noir se hérissait sur son dos et le léger tapotement de ses griffes sur la roche alors qu'elle maintenait son équilibre. Elle était vigilante, apaisée et mortelle, même dans l'immobilité de son environnement, tout comme les loups qu'il avait rencontrés dans les colonies de toundra glaciale. Ses oreilles se baissèrent de soulagement alors que l'eau fraîche glissait le long de son cou lorsqu'elle but enfin. Ses yeux dorés s'élargirent en avertissement lorsqu'il se posa à côté d'elle et exigea de savoir ce qui s'était passé en orbite, mais ils se détendirent ensuite comme si elle avait évalué ses intentions et les avait jugées inoffensives.
Sa voix était rauque à cause de la déshydratation et des toiles d'araignée, mais elle expliqua à voix basse comment son pod de reconnaissance avait descendu dans la clairière forestière pour secourir des réfugiés. Au lieu de cela, ils ont rencontré des contrebandiers armés, préparés avec des lances à décharge et un piège gravitationnel illégal qui a perturbé l'entrée de son vaisseau. Il était plus rentable d'avoir une fille loup-garou lunaire capturée que de transporter des glandes venimeuses ou des plaques d'insectes blindées, alors elle plissa les lèvres avec mépris et grogna qu'ils la voulaient vivante. Il était instantanément clair pour George que des scientifiques renégats pourraient utiliser l'ADN des changeurs de forme pour produire des hybrides destinés aux milices souterraines ou aux travailleurs asservis. La moitié des seigneurs de guerre de pacotille qu'il avait esquissés au cours de ses années de recherche sur les routes commerciales obtenaient leur financement du même marché. Il méprisait le fait que même sur cette lune infestée d'araignées avec ses temples spectrales et ses arbres bavards, l'avidité des humains et des extraterrestres était la même. Rapidement, ils s'éloignèrent de la rivière. Une torche vacillante révélait dans l'espace entre les troncs d'arbres où le vent n'était pas encore parvenu des bandes de toile dense. Esmeralda inclina la tête sur le côté et renifla une fois de plus, tandis que ses oreilles frémissent. Puis George écouta un moment et il l'entendit aussi. Déguisée en statique mais clairement audible, la conversation de Com résonnait faiblement sur une fréquence ouverte. Il plongea la main dans la poche de sa ceinture pour en sortir son scanner et commença à modifier l'antenne réceptrice afin d'amplifier le bruit. Sous la forme d'une patrouille. Balayant de larges arcs à travers la forêt, il cherchait des signes de vie en revenant aux ruines de l'araignée. Avec des yeux analytiques, Esmeralda observait son travail. Elle tendit alors une main et, utilisant sa griffe, la glissa sur le tapis de scan pour étouffer son faible bourdonnement. Sa queue s'agita alors qu'elle écoutait plus attentivement que ses instruments ne le pouvaient, sa joue duveteuse, enfouie dans la mousse. Après une brève pause, elle leva la tête et murmura quelque chose à propos de 3 mercenaires arrivant rapidement de la crête et probablement en suivant leurs traces olfactives. George laissa échapper un souffle tendu, réalisant que leur choix était restreint à cause de sa blessure, ce qui les ralentissait, et que la reine des araignées regroupait probablement ses petites pour les poursuivre. Ils continuèrent vers l'ouest, naviguant à travers des arches de pierre effondrées, entourées de racines parasitaires, et esquivant des orchidées étranges qui laissaient échapper un fluide jaune de leurs enchevêtrements bas. L'effort fit approfondir la respiration d'Émeraude, mais son pas resta inébranlable. Alors qu'ils avançaient, George prit un risque et regarda derrière eux voyant quelque chose bouger dans les broussailles. La faible lumière d'un viseur tactique, le scintillement d'un canon de fusil carbonisé dans l'obscurité et le bruit de pieds blindés. Il ressentait une montée d'excitation familière, la sensation indéniable que leur capture, à ce moment-là, entraînerait leur vente hors du monde en criage, indépendamment de ses références de ligue ou de son physique. Elle transféra son poids sur son côté non blessé, alors qu'il dévalait une pente glissante de mousse qui menait à un petit ravin bordé de pierres noires et dentelées, obéissant à ses gestes et avançant sans poser de questions. De la vapeur s'échappait de ce qui semblait être des évents thermiques qui étaient de fissures peu profondes dans le sol, et l'odeur avait changé remplissant ses poumons de terre humide et de soufre. Les scanners des mercenaires pourraient être dupés en pensant qu'ils ne sont pas là à cause de la chaleur et des fumées, s'ils atteignent ces derniers, leur donnant amplement le temps de se retirer dans les broussailles plus denses. Alors qu'ils s'approchaient, des évents 2 coups de feu déchirèrent l'arbre derrière eux, brisant des branches et envoyant des éclats voler au visage de George. Se jetant en avant, Esmeralda saisit son poignet et le traîna dans les nuages de vapeur qui dérivaient à travers les rochers. Son pelage autour de ses bras se hérissa alors qu'elle souriait faiblement. Une brume suffocante était créée par le mélange de soufre et de chaleur humide dans l'air, ce qui brûlait ses narines et obscurcissait également la traque visuelle des mercenaires.
Accroupis derrière un rocher incliné, ils dissimulaient leur forme thermique derrière leur manteau en laine qu'ils portaient sur la tête. L'angoisse dans son flanc blessé la faisait respirer avec difficulté, mais elle ralentit sa respiration pour l'adapter à son rythme cardiaque en écoutant les pépiments lointains des oiseaux et les sifflements de la vapeur de la ventilation. À ce moment-là, il comprit, elle se fondait activement avec les battements de la jungle pour les garder cachés. Elle avait un talent naturel pour la chasse qui dépassait tout ce que les humains pouvaient lui apprendre. Alors qu'ils murmuraient quelque chose à propos d'interférences du scanner dans leur radio, les mercenaires passèrent en courant leurs bottes résonnant sur la pierre exposée. George pouvait sentir les ongles d'Esmeralda picoter légèrement sa chair, alors qu'elle restait immobile, sa prise sur son avant-bras, devenant plus ferme. Alors que le son de leurs pas diminuait, elle se leva à nouveau, ses yeux dorés rencontrant les siens, avec un regard à la fois contrit et résolu. Elle redressa son corps voûté et désigna une colline escarpée qui descendait dans une dense brume. En entendant sa stratégie, il l'a immédiatement comprise. Avance. Trouvez un terrain élevé avant la tombée de la nuit et utilisez les brumes naturelles pour effacer définitivement leurs traces. Manœuvrant habilement sur les rochers glissants, ils commencèrent silencieusement leur descente. George ne pouvait s'empêcher de se fixer sur elle, prêtant une attention particulière à chacun de ses mouvements, plutôt qu'à la route devant lui. Il ne pouvait s'empêcher de se demander comment une femme élevée pour chasser les étoiles et changer de forme avait pu faire confiance à un cartographe solitaire qui n'avait rien d'autre qu'une torche et la détermination de la garder libre. Ils arrivèrent au pied de la colline, juste au moment où le pâle soleil extraterrestre commençait à se lever, illuminant le brouillard de rayons blancs. Au milieu des insectes qui s'éveillaient et des bruits lointains de prédateurs dans la jungle, George sentit une étrange espoir grandir en même temps que la fatigue qui tiraillait chaque partie de son corps. Debout à côté de lui, Esmeralda inspira profondément l'air frais, ses oreilles se redressant légèrement et son regard fixé sur lui avec une intensité glaciale, immobile et sans ambiguïté. Elle échapperait une fois de plus à l'arrestation et ils seraient tous deux épargnés. Deviendrait aujourd'hui une victime des poisons ou des mercenaires tapis dans ce buisson. Ils avancèrent dans le brouillard comme un seul homme se dirigeant vers ce qui se trouvait au-delà des terrains de chasse. Pendant plus d'une heure, ils avancèrent silencieusement à travers le va-et-vient des brumes. La seule chose que l'on peut entendre est le craquement des plantes extraterrestres sous leurs bottes et la respiration laborieuse de George alors qu'il inhalait l'air chargé de soufre malgré son épuisement. Esmeralda avançait prudemment, ses yeux dorés scrutant le brouillard à la recherche du moindre signe de vie et ses oreilles se dressant au moindre bruit de mouvement. Parfois, elle ralentissait pour sentir le vent, puis elle leur indiquait de continuer après une longue reniflette, comme si elle était un loup. Bien qu'il soit en danger chaque fois qu'elle le faisait, George ressentait une étrange fierté monter dans sa poitrine. Elle aurait pu courir devant toute seule, mais elle était fière de lui faire suffisamment confiance pour rester près de lui à la place. Enfin, ils sortirent de la gorge bouillonnante et arrivèrent sur une petite clairière où le tronc énorme d'un arbre titan de la jungle tombé offrait une couverture naturelle derrière un groupe de racines tordues. Dans cette zone, l'air était plus agréable, avec une douceur subtile provenant de la tige de fruits exotiques éparpillés parmi les vignes enchevêtrées. George évalua rapidement les environs et détermine qu'il est suffisamment sûr pour s'arrêter. À genoux, il vida son sac à dos de ses paquets de rations protéinées et de son petit kit médical, puis drapa son épaisse cape en laine sur une basse branche pour absorber l'humidité qui l'avait mouillé. Pendant qu'il travaillait, Esmeralda gardait ses yeux dorés fixés sur lui. Elle renifla la ration avec méfiance avant d'en mordre la moitié d'un coup, produisant un craquement satisfaisant. À part leur respiration mutuelle, le seul son était celui du froissement délicat de l'emballage dans sa paume griffue. George se força également à manger, mais il ressentait un poids d'incertitude à chaque bouchée.
À la fin, il voulait savoir comment sa famille réagirait si elle découvrait qu'elle avait été enlevée et presque vendue hors de la planète. Ses oreilles se déplaçaient d'avant en arrière, pendant qu'elle mâchait lentement initialement sans réponse. Elle lui informa ensuite que son clan était divisé d'une voix basse et rauque. Le commandant de la faction des Anciens prenait de l'âge, et bien qu'il soit encore assez fort pour défendre sa région lunaire, les factions plus jeunes se battaient pour sa position. Certains cherchaient à renforcer les liens avec les guildes commerciales humaines afin d'acquérir une technologie plus sophistiquée. Pour maintenir leurs arbres généalogiques en constante évolution, certains cherchaient la solitude. À ce moment-là, elle s'arrêta et fixa le paquet de rations sur ses genoux. Ses griffes creusaient un petit croissant dans l'aluminium alors qu'elle avouait que sa mission ici était d'explorer les routes d'évasion possibles au cas où le conflit civil imminent dégénérerait en violence. Le fait que des contrebandiers professionnels l'aient capturée a donné à ses ennemis l'occasion de dire qu'elle les avait trahis ou qu'elle avait échoué dans sa mission, la discréditant ainsi efficacement dans son propre pays. Ces remarques mesurées démentaient la tension dans sa voix que Georges remarqua. Une alliée et une maîtresse de la furtivité, elle était une combattante de nature. Son extérieur prudent trahissait la même terreur consciente de soi qu'il avait observée chez les troupes assiégées laissées derrière les lignes ennemies, avec peu d'espoir d'être secourus ou rapatriés. Il lui expliqua son propre contrat détaillant comment la Ligue des commerçants l'avait engagé pour explorer ce système sous-utilisé à la recherche de portes de sceaux anciennes. Longtemps avant l'arrivée des humains des guerriers extraterrestres, avaient enterré, brisé ou fermé la plupart des portes. Cependant, la première personne à contrôler une porte opérationnelle obtiendrait un crédit incommensurable pour la transformation instantanée des lignes commerciales. Il avoua qu'il avait envisagé de vendre des sites d'exploitation forestière, comme le temple de la reine araignée, aux équipes de réclamation de la Ligue, sans aucun remords avant leur rencontre. Ses oreilles se dressèrent et Esmeralda détourna son regard pour croiser son regard intense et effrayant. Il avait peur qu'elle ne se mette en colère et ne l'accuse d'être un autre être humain qui volait des cartes par cupidité. Au lieu de cela, elle hocha silencieusement la tête et dit qu'il était honnête contrairement aux contrebandiers qui lui avaient menti et enchaîné pour le profit en prétendant avoir besoin de secours. Ces remarques franches le piquèrent parce qu'elles lui rappelaient que malgré ses prétentions de neutralité, il avait gagné sa vie en vendant les secrets des autres pour un profit. En terminant leur repas, il plaça soigneusement les emballages dans une pochette zippée pour éviter qu'ils ne soient découverts par des prédateurs. Testant soigneusement les limites de sa flanc endommagée, Esmeralda étendit ses membres, souffrant légèrement lorsqu'elle tourna son épaule. Elle renifla son manteau en s'agenouillant, puis leva un sourcil et dit « Pourquoi diable se donnerait-il la peine de porter un vêtement aussi lourd dans ces jungles, en agitant rapidement les oreilles ?» Alors qu'il expliquait comment sa cape était faite de fibres de protection thermique, il murmura à voix basse qu'il devait la porter lors des descentes orbitales et sur les lunes mortes pour rester au chaud dans les températures en dessous de zéro. C'était excessif ici-bas, pourtant il se sentait nu sans elle. Son interprétation de son grondement murmure bas comme un amusement fut confirmée et il remarqua ses lèvres tressaillir dans les premiers stades d'un sourire pour la première fois depuis qu'il l'avait libérée de la toile d'araignée. Un grondement lointain fit vibrer le sol de la forêt, envoyant de minuscules insectes s'envoler de leurs maisons de feuilles, interrompant leur petit répit. Esmeralda se leva d'un bond, les oreilles plaquées contre sa tête, renifla l'air, puis laissa échapper un grognement sourd, signalant que la reine des araignées était en mouvement. Comme tout le monde, Georges sentit la secousse, une vibration douce qui résonnait à travers ses bottes, comme le pas étouffé d'une créature énorme. Silencieusement, ils rassemblèrent leurs affaires et quittèrent la zone naviguant sur des ponts de troncs d'arbres tombés et serpentant à travers des murs épais de lianes où la lumière était à peine visible. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage, Georges ne pouvait s'empêcher d'observer la tête d'Esmeralda hocher en réponse au moindre bruit. Dans le ciel,
Puis avec une dernière prise sur son épaule, elle désigna l'obscurité au-dessus d'eux. Une ligne d'ancrage épaisse et tressée, de la taille de sa cuisse, pendait entre deux arbres à l'écorce noire. Un bruit de coups creux résonnait de haut dans la canopée à chaque pulsation alors qu'il vibrait régulièrement. La sensation de nausée dans la poitrine de Georges le fit déglutir. À travers la forêt, la reine des araignées tissait des lignes de capteurs pour détecter les vibrations de toute proie suffisamment grande pour être emportée par le vent. Elle les suivait. Esmeralda lui fit signe de rester à proximité, tandis qu'elle avançait silencieusement, testant chaque pas avec ses griffes, en s'enfonçant dans la mousse et le loam. Georges essayait de suivre son rythme, mais ses bottes s'accrochaient aux vignes et glissaient sur les pierres recouvertes de champignons. Ses oreilles tressaillaient d'avertissement à chaque faux pas. Ils arrivèrent au pied d'une petite colline, où une profonde vallée engouffrée dans une épaisse brume verdoyante coupait le paysage en deux. Avec un regard troublé qui transmettait le danger, Esmeralda se retourna vers lui, après s'être abaissée sur le ventre, pour renifler l'air vicié qui montait la pente. Elle murmura quelque chose sur le fait qu'ils seraient protégés des toiles d'araignées une fois qu'ils auraient traversé la vallée, mais qu'il y avait d'autres menaces qui les attendaient. « Quel danger ?» demanda-t-il à voix basse. Elle dressa les oreilles avec alarme avant de répondre simplement « Des serpents fouisseurs assez venimeux pour tuer une bête 2 fois plus grande qu'elle en quelques minutes. » Le cœur de Georges se mit à battre la chamade. Il n'y avait aucune quantité de lumière ou d'acier qui pouvait les protéger des crocs de la reine si elle les atteignait ici. Alors il regarda autour de lui, vers les arbres derrière eux, où il pouvait distinguer des fils d'araignées tissant à travers les branches supérieures. Il accepta sans réfléchir davantage. Presque en souriant, Émeraude montra ses crocs en descendant la colline boueuse dans le brouillard vert suffocant, plongeant par-dessus le bord de la crête. Bien que l'esprit rationnel de Georges l'en ait averti, il ressentait une confiance écrasante dans le creux noué de son estomac, alors il a quand même avancé. Il avait confiance en elle et il se sentait mieux pour affronter les défis de cette vallée avec elle qu'avec la reine des araignées tout seul. Avec ses bottes glissant sur la mousse épaisse et la terre, Georges glissa en partie, chutant à moitié, en bas de la pente. Il atterrit près d'Esmeralda avec un gémissement étouffé. Le brouillard s'accrochait épais au sol en tourbillon de vapeur verte qui brûlait légèrement dans ses narines avec l'odeur de soufre et de flore en décomposition. Le fond de la vallée était sombre et oppressant. Avec une paume fermement ancrée au sol, il se stabilisa alors que ses yeux s'adaptaient à la faible lumière et prenait conscience de l'atmosphère étrangement silencieuse. Les seuls sons étaient le léger bouillonnement des mares de boue lointaines et le pas furtif d'Esmeralda alors qu'elle avançait prudemment. Il n'y avait ni chant d'oiseaux ni bourdonnement d'insectes. Pour éviter que son poids ne glisse et ne révèle les dangers cachés sous le brouillard, elle marchait furtivement les oreilles plaquées et les griffes fléchissant à chaque pas. Georges gardait sa respiration contrôlée et régulière, alors qu'il traînait derrière. Pour empêcher leurs ombres de se répandre dans la dense brume, il garda sa lumière au-dessus de lui et diminua la flamme. La promenade d'1 heure était remplie de contemplation silencieuse, alors qu'il marchait tendu, sachant que le brouillard pouvait éclater à tout moment avec des mâchoires de crocs ou une morsure fulgurante d'un serpent fouisseur invisible. Les jointures de Georges lui faisaient mal, alors qu'il serrait encore plus fort le manche de la torche. Il continuait à voir les serpents se cacher sous la surface de l'eau, leurs têtes triangulaires, détectant chaque vibration et prêts à bondir au bon moment. Il pouvait presque sentir les muscles à écailles sombres se tortiller sous ses pieds. Esmeralda s'arrêtait souvent pour respirer profondément, renifler l'air et sentir les vibrations du sol en grattant délicatement les zones de pierre exposées avec ses griffes. Georges était sur le point de la heurter dans le dos quand elle s'est figée si brusquement. Elle pointa dans le brouillard et agita brusquement ses oreilles pour l'arrêter.
À travers ses yeux plissés, il pouvait distinguer des formes vagues des piliers irrégulièrement espacés, gravés de glyphes d'une autre planète, partiellement engloutis par des vignes rampantes. Une autre ruine, pensa-t-il, son périmètre enfoui sous la terre de la jungle, ses tours étouffées par les toiles d'araignée, atteignant à peine la hauteur des épaules dans l'obscurité de la vallée. Avec son corps penché et ses oreilles aux aguets, Esmeralda s'approcha. Elle posa sa paume sur la surface mousseuse du premier pilier tombé et inspira profondément alors qu'il s'en approchait. Dans un murmure bas, elle lui dit que la pierre avait encore le parfum de la soie de la reine araignée et ses yeux dorés reflétaient la faible lumière visible à travers le brouillard. Ces drones avaient précédemment survolé la zone, mais ne s'étaient jamais posés probablement parce que les serpents fouisseurs construisaient leur nid sous la fondation endommagée. Le cœur lourd. George regarda autour de lui, mais tout ce qu'il pouvait distinguer n'était qu'un tourbillon de brume verdoyante. Elle inclina la tête, renifla à nouveau et lui dit que s'ils avaient de la chance, les ouvertures des tunnels du nid seraient plus près des chambres centrales en ruine où les grappes d'œufs étaient réchauffées par des évents thermiques en réponse à sa question sur la proximité des serpents. La chance ne lui avait jamais paru aussi bonne, alors il déglutit difficilement et hocha la tête. Vraiment essentiel. Scrutant les arches en ruine et les sculptures brisées partiellement recouvertes de vignes, ils s'aventurèrent plus loin dans la ruine. De temps en temps, Émeraude essayait de détacher une touffe de feuilles savoureuses qu'elle mâchait ensuite rapidement pour rester énergique. George savait que ses réserves s'épuisaient plus rapidement qu'il ne l'aurait souhaité à cause du temps humide, alors il se força à boire avec parcimonie de sa gourde. Même s'il savait qu'il était en danger, être près d'elle lui apportait une profonde sensation de réconfort en la voyant bouger sa silhouette forte et élégante, son pelage noir sale de brume. Même à cet endroit de mortalité dissimulée, elle dégageait une assurance. En arrivant sur la place centrale, cette foi commença à vaciller. À ce moment-là, la brume se dissipa juste assez pour voir une vaste zone ouverte, bordée de bases de pierres noueuses et de piliers éclatés qui penchaient comme des crocs tordus. Un large gouffre se trouvait au milieu, entouré de terre récemment retournée. Le bruit piquant d'un avertissement pur lui fit froid dans le dos, tandis que les oreilles d'Esmeralda s'affaissèrent et qu'elle laissa échapper un faible grognement. Elle s'approcha silencieusement, reniflant la terre avec une précision fine, avant de tomber à genoux. George se cacha derrière un pilier, la lumière hors de vue, et observa sa queue se tortiller de colère avant qu'elle ne se lève et ne lui fasse signe de s'approcher. D'une voix basse, elle l'informa que le trou était en réalité l'entrée d'un nid de serpents et que l'arôme des œufs flottait dans l'air. Malgré la chaleur moite, il tremblait alors qu'un frisson d'horreur lui parcourait l'échine. Elle les informa que pour éviter de déclencher les siècles sensibles aux vibrations placées aux entrées des tunnels, il devait traverser la place rapidement et silencieusement. George donna le signal et était prêt à partir, mais juste au moment où il s'apprêtait à marcher sur le terrain inégal, un grondement profond et grinçant secoua la terre sous leurs pieds, envoyant des ondes de choc à travers ses pieds et ses os. Juste au moment où une immense figure aux écailles noires émergeait des profondeurs, Esmeralda lui saisit le bras et le traîna dans l'ombre, ses griffes s'enfonçant sévèrement. Sa longueur lisse était presque la largeur de sa poitrine, alors qu'il se déroulait lentement, et il s'élevait à une hauteur où sa tête anguleuse se tenait comme une tour vivante au-dessus de la place. Les yeux de la créature reflétaient une faible lumière verte et manquaient de paupières. Elle sondait le brouillard avec sa langue, essayant de localiser l'origine des vibrations. Essayant de rester immobile alors que les yeux du monstre se déplaçaient sur eux, George haletait, sa poitrine se serrant sous la pression. La prise d'Esmeralda sur son bras devint encore plus ferme. Ses lèvres s'écartèrent légèrement, révélant ses crocs dans un avertissement silencieux alors qu'il inclinait légèrement la tête pour la regarder. Persistant, le serpent reniflait de nouveau l'air, sa langue picotant les bords de son manteau en laine.
Il lui vint à l'esprit qu'il pourrait essayer de frapper la torche d'Esmeralda dans sa direction, mais il savait que ce serait une tentative suicidaire à cause de sa prise vicieuse. Finalement, après ce qui sembla une éternité, la bête se laissa lentement descendre dans le trou, ses spirales glissant dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la brume silencieuse. Esmeralda lâcha la main de Georges, ses épaules se tendirent, et elle laissa échapper un souffle tremblant. Ils traversèrent à la place ensemble, ses gestes de la main le guidant à nouveau en avant. Ses pas étaient si légers qu'il pensait rêver. Sentant la bile monter dans sa gorge à chaque mouvement de la terre sous leurs pieds, il imaginait des mâchoires de crocs explosant sous ses pieds. Cependant, ils réussirent à atteindre l'autre côté de la place indemne, soit par pure force de volonté, soit plus probablement par la bénédiction silencieuse des divinités extraterrestres qui avaient construit ces vestiges bien avant que leur espèce ne les rencontre. Une fois qu'ils furent en sécurité derrière les vignes, au-delà du cercle de pierres émeraudes, se tourna vers lui et le fixa du regard pendant ce qui sembla une éternité, ses oreilles tombantes et ses yeux dorés, plus doux que tout ce qu'il avait jamais rencontré. Avant de se retourner et de les mener plus loin dans la forêt, elle posa doucement une patte griffue sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur battant. Il était resté stupéfait et sans voix, l'écho de ce bref geste brillant comme une bougie dans l'obscurité. Ils continuèrent à monter vers l'ouest, à travers une forêt changeante, au-delà de la vallée des serpents. De grands arbres aux troncs fins et aux grandes feuilles rouges tourbillonnaient dans l'air puissant, laissant entrevoir des éclats de soleil étrangers au-dessus d'eux, alors que la dense toile obstruait la canopée. Chaque respiration frénétique déchirait la poitrine de Georges, alors que la chaleur moite l'encerclait comme une couverture étouffante. Ses jambes lui faisaient mal et ses poumons brûlaient. Esmeralda continuait devant lui à un rythme tranquille, mais régulier, son flanc blessé rigide, mais ses sens aiguisés, détectant le moindre mouvement d'une branche ou le battement d'ailes d'un insecte dans les broussailles. De temps en temps, elle s'arrêtait pour sentir l'air ou tournait ses oreilles vers lui, en même face à l'effondrement imminent dû à la fatigue, il hocherait instinctivement la tête en réponse au réconfort silencieux. En atteignant une colline naturelle, ils virent que des plaques dentelées de pierres étrangères, ressemblant à des dents brisées, avaient percé la terre. Alors qu'elle se penchait vers la crête et scrutait les brumes qui s'évanouissaient au-delà, Esmeralda lui fit signe de rester bas. Rampant jusqu'à son côté, Georges posa sa torche sur la pierre et scruta devant lui avec une loupe. Juste en dessous d'eux se trouvait une autre ruine couverte de toiles d'araignées. Celle-ci n'était ni un temple désert, ni une station de commerce cependant. D'énormes fils de soie d'araignée brillants, aussi épais que les câbles de suspension des stations spatiales, reliaient de larges places circulaires, parsemées de dômes en ruine et de tourelles de marbre brisées. Des dizaines de cocons de soie chacun de la taille d'un humain pendaient de ces fils et se balançaient dans le vent. La réalisation qu'ils n'étaient pas abandonnés envoya un frisson dans le ventre de Georges. Il perçut un frémissement d'activité parmi les cocons les plus proches, et ce qui semblait être des griffes ou des bottes armées effleurèrent juste les limites de leurs cellules avant de retomber en bas. Elle murmura qu'ils étaient des éclaireurs capturés des marchands et peut-être même ses compagnons de clan lunaire disparus, tandis qu'Esmeralda grognait bas derrière lui, ses oreilles se plaquant et ses poils se hérissant le long de sa colonne vertébrale. Elle renifla l'air rapidement, ses yeux dorés se plissant, alors qu'elle pointait du doigt le bâtiment le plus haut au centre de la ruine. Les colonnes de marbre d'une large tour de colonnes sont partiellement intactes et scintillent sous les toiles d'araignées tombantes. Si la reine des araignées devait y nicher, ce serait son foyer. Georges, comme d'habitude, ne perdit pas de temps à examiner les ruines et à planifier mentalement son prochain coup. Un labyrinthe de petits passages entre des murs en ruine encombrés de rideaux de soie tombants. Des ponts brisés s'étendant d'une tour à l'autre. Des cours spacieuses avec des sculptures tombées partiellement emprisonnées dans des toiles d'araignées.
Avec le doux vent soufflant à travers les toiles, il pouvait pratiquement sentir les vibrations qui les traversaient, comme si elles étaient les perceptions extrasensorielles de la reine. Il demanda à Émeraude quelle était la probabilité qu'il puisse passer inaperçu. En répondant « La furtivité est inutile contre une reine araignée entourée de ses terrains de chasse », elle aboya avec un rictus sans humour, tout en montrant ses crocs. Elle dirigea son attention vers l'otage qui se balançait au-dessus et déclara que la seule façon de les libérer était de forcer la reine à se dévoiler où elle serait contrainte de concentrer ses défenses à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, car elle pouvait sentir leurs mouvements à travers les ombres. Georges avala sa nourriture en réfléchissant à la folie d'un tel plan. Enveloppée dans des plaques scintillantes plus solides que l'acier polymère, la reine possédait des crocs toxiques, capables de percer les exosquelettes de combat et mesuraient la taille d'un vaisseau de transport. Cependant, il ne put s'empêcher de hocher la tête en signe d'accord, en jetant un coup d'œil à Esmeralda, qui était accroupie à côté de lui, son pelage bruissant dans le vent et ses oreilles dressées, avec une détermination résolue. En silence, ils pénétrèrent dans les ruines, naviguant à travers des escaliers couverts de mousse et des caves débordant d'artefacts brisés et d'os partiellement digérés. Avec ses bottes s'enfonçant dans des tapis de cocons déchiquetés et de coques desséchées, Georges se força à respirer à petites goulées alors que l'air devenait vicié par l'odeur de soie et de poison. À la lisière de la première cour, Esmeralda posa sa paume sur sa poitrine pour l'arrêter, fit un mouvement de l'oreille pour signaler le danger, puis lui fit signe de préparer sa torche. Des décombres, elle sortit sa propre arme, un fût de lance en fer long et rouillé. Sa pointe tranchante pourrait encore transpercer des ventres délicats. Dans la lumière tamisée, Georges leva la bobine d'allumage de sa torche, allumant la flamme bleue avec un fracas. Des ombres jaillirent sur les murs de toile dans l'éclat soudain et un léger tremblement résonna à travers les débris alors que des drones araignées éloignés bougeaient sur leur perchoir. Rapidement, Esmeralda taillada avec ses griffes la première toile de soutien qui tenait les cocons suspendus. Un épais fil fut tranché par elle. Une créature molle et armurée, couverte de mucus et de filaments pâles, surgit lorsque le cocon se brisa et s'écrasa au sol de la cour. Rapidement, Georges saisit le seau du casque pour examiner la respiration des prisonniers, tout en se précipitant en avant, torche à la main pour brûler les toiles collantes. Une jeune éclaireuse lunaire, avec une fourrure sombre et des marques argentées sur le visage, le regarda d'un air embrumé, les yeux grands ouverts mais alertes, et un souffle rauque s'échappa de l'intérieur. Tout en berçant ses membres tremblants, Esmeralda parla frénétiquement dans leur propre langue la redressant. Alors qu'il trébuchait vers la plus proche arche de pierre pour se mettre à l'abri, l'éclaireur hocha faiblement la tête. Alors que les pulsations d'avertissement s'étendaient vers la tour centrale, les vibrations dans les toiles devenaient de plus en plus intenses. Georges pouvait distinguer le bruit creux des pattes blindées sur les murs de marbre, alors que des ombres se déplaçaient dans les fenêtres au-dessus d'eux. Avançant rapidement vers la prochaine ligne de toile, ils tranchèrent cocon après cocon, libérant un commerçant humain avec une expression morose et un mécanicien infecté qui tremblait de peur. Cela devenait de plus en plus lent à chaque sauvetage. La ruine semblait vibrer avec une tension croissante alors que chaque cri horrifié résonnait de plus en plus fort dans la cour silencieuse. Georges fondait la soie, tandis qu'Esmeralda luttait pour garder sa lance prête, ses oreilles se déplaçant continuellement pour suivre les bruits de grattement qui se rapprochaient à chaque pulsation. La dernière toile de soutien fut atteinte lorsque la ruine trembla avec une profonde vibration de grincement, envoyant des morceaux de marbre anciens dévalés et secouant la poussière des murs. Les oreilles baissées et les griffes enfoncées dans